Les médecins généralistes seront en grève jusqu'au 2 janvier. Les services d'urgence et SOS médecins sont débordés alors que plusieurs cas de bronchiolite et de gastro-entérite sont enregistrés dans les régions de France. Le chômage augmente pour le 7e mois consécutif, il atteint désormais 9%. C'est la plus forte hausse depuis le retournement de tendance en mai dernier. Alors que plusieurs millions de Français vont circuler pour ce dernier long week-end de l'année, la SNCF s'apprête à mieux informer les voyageurs sur les éventuels retards. De plus en plus de clients se plaignent de la baisse de ponctualité dans les horaires. Où vas-tu Johnny? Je vais à Dakar, c'est ce qu'il nous dira tout à l'heure en direct de la ligne de départ. Johnny Hallyday sera en effet l'invité de ce journal. Il nous dira entre autres pourquoi il a choisi de s'engager dans le rallye. Madame, Monsieur, bonsoir. Les médecins généralistes français sont en grève jusqu'à mercredi. La plupart des cabinets seront fermés et les gardes ne seront pas assurés. Les médecins réclament une augmentation des tarifs de consultation remboursés par la sécurité sociale. Les explications de Delphine Orvillers et Cécile Delarue. Je crois que vous êtes au courant. Pourquoi nous faisons grève et pourquoi à partir de ce soir 20 h les malades vont être obligés de s'adresser au centre 15. Il a tenu à informer tous ses patients. À moins d'être réquisitionné, le docteur Brugnot n'assurera pas les gardes pendant ce long week-end de fête. Lui aussi a décidé de suivre un mouvement qu'il juge légitime. 8 ans sans augmentation des honoraires pour la visite à domicile, c'est lamentable. 5 ans sans augmentation de la consultation au cabinet, c'est lamentable. Nous ne pouvons plus assumer les charges, nous sommes écrasés de charges. Ce qui fait que les jeunes ne veulent plus travailler, nous n'y arrivons plus. Vous les mettez allongés, c'est important, hein? D'accord? En cas d'urgence, c'est donc le 15 qu'il faut composer, le numéro d'urgence du centre du SAMU. Mais depuis le début de la grève des généralistes, les standards du SAMU sont souvent surchargés. Ici à Nantes, on enregistre depuis Noël 3 fois plus d'appels que d'habitude. Difficile donc d'évaluer s'il s'agit ou non d'urgence réelle. On a failli passer à côté d'une détresse vitale par le fait d'un flot d'appels. On a 5, 6, 7 téléphones qui sonnent en même temps, une simultanéité de demandes, mais pour laquelle effectivement on n'a jamais, quand on décroche le téléphone, la possibilité de savoir si c'est grave ou ça ne l'est pas. Certains patients pourraient être orientés vers les urgences des hôpitaux, elles aussi souvent engorgées. Le week-end s'annonce donc difficile, malgré une rencontre avec les syndicats prévue lundi matin au ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Et face à l'ampleur de ce mouvement, certaines préfectures départementales ont déjà décidé des ordres de réquisition. 5000 médecins ont été réquisitionnés dans toute la France pour éviter précisément l'engorgement des services. Conséquence aussi de ce durcissement, les praticiens de SOS médecins menacent à leur tour de se joindre au mouvement si une solution n'est pas rapidement trouvée. Les quelques 1000 médecins du réseau estiment qu'ils ne peuvent plus remplir convenablement leur rôle. Exemple à Tours, où SOS médecins a dû doubler ses effectifs. Christophe de Valambra et Alain Darré-Grand. SOS médecins, bonjour. Le standard de SOS médecins à Tours. Chaque jour, habituellement, environ 150 appels arrivent ici. 307. Oui, je vous écoute. Oui, j'ai une intervention en hôtel 16, rue Léon Roard. Pour un enfant de 2 ans, Tours, rue Une-Fière. D'accord, vous l'envoyez sur le commis, il va? Sur le terrain, les médecins enchaînent les visites. Avec la grève des généralistes, ils le savent, les jours à venir vont être extrêmement chargés. La semaine dernière, avec la grève de nos confrères, on a eu environ le double de l'activité que de ce qu'on a actuellement au niveau des fêtes. Donc c'est déjà une période qui est un petit peu surchargée au niveau activité à cause de la recrudescence des pathologies hivernales. Vous avez prévu des équipes renforcées pour les jours à venir? On est quasiment au double de ce qu'on met comme médecin sur le terrain en période hivernale d'habitude. Dès cet après-midi, le rythme des visites a commencé à s'intensifier. Aux premiers symptômes, on fait venir un médecin, car demain, ils seront beaucoup plus difficiles à trouver. Et il avait 38 ce matin, et comme on nous annonce un grand week-end, on va prendre nos précautions. Les équipes de SOS médecins vont assurer leur permanence pendant les fêtes. Mais en tant que médecins libéraux, ils soutiennent ce mouvement de grève. Au niveau national, SOS médecins n'a pas donné de mot d'ordre de grève, donc il n'est pas question d'en faire pour le moment. Il est tout juste émis l'hypothèse de s'associer fin janvier avec tous nos confrères pour faire la journée sans médecin, si les revendications n'aboutissent pas. Au revoir, bonne journée. En attendant, les membres de SOS médecins le savent, pendant 4 jours, ils n'auront pas une seule seconde de répit.
Un surcroît de travail aggravé par l'apparition de plusieurs virus, la grippe, la bronchiolite, mais aussi la gastro-entérite. En Languedoc-Roussillon, le seuil épidémique a été franchi. Reportage à Nîmes de Léo Lamberton, Isabelle Quintard et Cyril Paquier. C'est souvent le cadeau empoisonné des fêtes de Noël. La fièvre monte, les douleurs apparaissent, la gastro-entérite est là. Direction alors une pharmacie. Et cette année, surtout à Nîmes, les malades se bousculent plus que l'an dernier. On était de garde donc le mardi, le jour de Noël, et vraiment ça a été la cohue, beaucoup de monde et beaucoup de gastro-entérite, surtout des nouveau-nés, des bébés. Le Languedoc-Roussillon est la région de France la plus touchée par l'épidémie. La raison, la vague de froid qui s'est abattue la semaine dernière et qui a affaibli la population, surtout les enfants. Toujours les mêmes signes en général, diarrhée, vomissements, des problèmes de fièvre. Même si généralement la gastro-entérite est bénigne, ici à l'hôpital de Nîmes, on rappelle qu'elle peut être parfois dangereuse, surtout chez les nourrissons. Chez le jeune enfant, chez l'enfant qui a quelques mois de vie, ça reste une maladie grave, qui est rapidement évolutive et qui peut être rapidement mortelle en 48 heures. Même si le pic des gastro-entérites a été enregistré en fin de semaine dernière, l'épidémie n'est pas encore totalement résorbée. Et ceux qu'elle toucherait ce week-end, en pleine grève des médecins généralistes, n'auront plus alors qu'à prendre leur mal en patience. Et puis une dernière précision concernant la carte vitale délivrée par la Sécurité sociale. Des informations contradictoires circulaient depuis ce matin sur sa durée de validité. La Caisse d'assurance maladie précise aujourd'hui que les assurés sociaux n'ont pas à tenir compte de la date d'expiration au 31 décembre figurant sur leur attestation. La carte vitale reste valable. Seules les personnes bénéficiant d'une prise en charge à 100% et de la couverture maladie universelle devront effectuer une mise à jour, mais ils seront avertis ou l'ont déjà été par courrier. La SNCF attend 4,5 millions de voyageurs sur l'ensemble de ses lignes pour ce long week-end. Un service spécial grand départ avec plus de 400 agents chargés de renseigner les voyageurs sera mis en place. Mais beaucoup de passagers se plaignent de retards de plus en plus fréquents. Ce que dément la SNCF qui reconnaît tout de même un besoin supplémentaire d'information. Céline Crespi et Vincent Beaufartig. Je pars à Megève. Fêter le 31 décembre, oui, content, super à la bourre. Un skieur juste à l'heure pour sauter dans le train, sauf qu'en matière de retard, côté voyageurs, on accuse souvent la SNCF de ne pas être des plus rigoureuses. J'ai une amie hier qui arrivait aussi, qui a eu 1h30 de retard, donc je sens que moi j'ai jamais de chance avec le train. Des fois on n'a jamais l'information, des fois c'est 20 minutes d'attente, on se demande pourquoi. C'est un petit peu énervant. Énervant, même si comparé à nos voisins européens, notamment britanniques, les Français sont plutôt bien lotis en la matière. Très bien, c'est aussi bien qu'en Suisse. Ils ont fait des gros progrès en France. Non, ils ne sont pas en retard, les trains ils sont à l'heure. Qui vous dit qu'ils sont en retard? L'association UFC Que Choisir, elle dit qu'ils sont en retard, les trains. D'après une enquête menée en novembre sur 180 trains partout dans l'Hexagone, la conclusion d'Arnaud Deblot est la suivante. 44% des trains ont au moins 5 minutes de retard. Pour l'UFC, les voyageurs paient le prix du succès. La SNCF est aujourd'hui dans une situation assez tendue, dans la mesure où il n'y a jamais eu autant de trains qui ont circulé sur les voies. Résultat, eh bien, le matériel circule tout le temps et il a sans doute moins le temps d'être entretenu. Ici au PC de la SNCF, on estime que seul un train sur 10 arrive en retard. Ceux qui sont en rouge sur cette carte ont plus de 15 minutes de retard. Donc c'était une vieille dame là qui devait marcher. Suicide, mauvais temps ou grévistes, les causes des retards sont multiples. Ici, les agents récoltent l'information, une information qui arrive une demi-heure plus tard aux voyageurs. Alors une demi-heure, ça peut paraître long, mais ça passe extrêmement vite quand il faut collecter l'information, la transcrire pour la rendre intelligible et permettre en particulier de donner des prévisions de rétablissement, car c'est cela qui intéresse le client. La situation à 15h. Ce bulletin radio qui fait le point toutes les 30 minutes sur la situation est pour l'instant diffusé en interne. Dès février, tous les voyageurs y auront accès sur leur téléphone portable. Le chômage augmente à nouveau en France pour le 7e mois consécutif, plus 1,5%, soit 33 000 chômeurs de plus, 9% de la population active, ce qui correspond exactement à 2 200 800 demandeurs d'emploi. Cette poussée du chômage se ressent particulièrement dans le secteur de l'intérim, de moins en moins de missions pour les intérimaires. Depuis le début de l'année, 80 000 emplois ont disparu. Reportage dans une de ces agences d'intérim à Paris avec Séverine Lebrun et Rémi Poissonnier. Comme toutes les semaines, Aurore se rend dans son agence d'intérim et une fois de plus, mauvaise nouvelle.
Bon, au jour d'aujourd'hui, j'ai rien à vous proposer. Elle cherche un emploi de graphiste depuis plus de 3 mois. Agence d'intérim, ANPE, annonce Internet, tout y passe sans aucun résultat. Il y a des jours, c'est sûr que c'est vraiment pas... Enfin, on baisse pas les bras, mais disons que... Enfin, on se remet un peu en question, c'est pas évident. Mais bon, on se dit de toute façon, il faut continuer parce que... Il n'y a pas le choix, quoi. Les temps sont durs, le chômage repart à la hausse, les intérimaires affluent alors que les missions se font plus rares, moins 17% depuis janvier 2001. Ces derniers mois, les licenciements se sont multipliés. Nous sommes directement touchés au niveau de l'intérim par les plans sociaux. Un plan social, pour nous, veut dire afflux d'intérimaires au niveau de notre agence. Les anciens salariés de Moulinex, Philips ou encore Danone connaissent bien le problème. Mais la nouveauté ces derniers temps, c'est que le taux de chômage remonte, même chez les moins de 25 ans. La carte bleue est saturée. Déjà samedi dernier, certains terminaux se sont retrouvés hors circuit, tant le nombre de paiements effectués par carte était grand. À l'approche de l'euro, les Français ont été beaucoup incités à utiliser leur carte bleue, mais les infrastructures vont-elles tenir le coup? Enquête chez les commerçants avec Martin Gouès et Abdel Zouyesh. En théorie, payer avec sa carte bancaire ne devrait prendre que quelques secondes. Mais dans ce magasin, cette opération peut être beaucoup plus longue. On a pas mal de problèmes pour avoir l'autorisation de toutes les cartes qui demandent une autorisation pour passer. Et puis aujourd'hui même, j'en ai eu quelques-unes qu'on n'a pas réussi à encaisser. Les ratés des cartes bancaires se multiplient alors que les commerçants misent sur ces cartes pour simplifier les premières transactions en euros. C'est le seul moyen que les gens ont de ne pas se tromper dans la monnaie, de rendre une monnaie. C'est le moyen le plus fiable, donc c'est sûr que les cartes bancaires vont monter beaucoup plus. Car jusqu'au 17 février, francs et euros cohabiteront dans les caisses. Cette cohabitation et les ratés des cartes compliqueront donc l'activité des commerçants. Il y aura la carte bleue qui sera plus longue pour le règlement, mais je pense que la double monnaie me retardera plus que la carte bleue, parce que j'aurai plus de double monnaie que de carte bleue. Pourtant, les banquiers attendent une utilisation plus massive de la carte bancaire, mais après les ratés de Noël, le réseau ne pourra résister à une trop forte demande. À Noël, nous venons de dire que nous savons traiter 20 millions par jour. Ne me demandez pas d'en traiter 40. Et si le début de l'année n'est pas une période de fortes transactions, c'est le flou qui règne pour le premier week-end de solde, le 12 et 13 janvier. Et le premier vol en coupure d'euros a eu lieu aujourd'hui en France, à Mougins. Un homme armé a braqué une banque en portant 30 000 euros, à peu près 200 000 francs ce matin. Il s'était fait ouvrir les coffres et s'est enfui à pied. Il n'a pas été retrouvé. L'arrivée de l'euro ne va pas bousculer que nos modes de calcul, elle va peut-être aussi enrichir notre vocabulaire. L'oseille, le pognon, les briques, les bâtons auront-ils encore cours? Enquête sémantique sur un marché parisien avec Florence Griffon et Madi Diarawara. Quand on n'a pas un radis, pas un rond, pas un caramel, on ne pense qu'à ça. Du blé, de l'oseille, des patates, faut bien mettre un peu de beurre dans ses épinards. Mais au fait, sans patates, ça fait combien? Sans patates, ça doit faire 1 million. Et en euros? Et en euros, ça doit faire, très bonne question, 152 450 euros approximativement. Allez, 10 balles! Aujourd'hui, le kilo de banane vaut 10 balles. Mais dans 4 jours, combien vaudra-t-il? Dans les paniers, on mettra plus, elle sera 2 euros. Faut toujours faire un prix fixe. Vous êtes sûr que vous mettrez plus? Mais oui. Et s'il n'y avait que les balles, les plaques, les briques, les bâtons, avec l'euro, comment parlera-t-on du pognon? Alors, le pépette, l'artiche et le grisby, l'oseille. Le flouze, le soleil pour les pièces, le pèse, et puis la galette. Les pépettes, les pézettes, le Tous ces termes-là n'ont pas de raison de disparaître. C'est le patron du Robert qui nous l'affirme. En revanche, les balles, les sacs ou les francs sont menacés. L'euro nous réserve de belles trouvailles. Aïe, c'est un petit peu ironique, et puis c'est collectif, donc le rail, ce serait l'ensemble des euros, donc le fric. La flicaille, c'est l'ensemble des flics, je regrette. Donc même chose pour le rail, pourquoi pas. Une chose est sûre, c'est la rue qui va en décider, car la langue ne se décrète pas. L'argot s'est déjà emparé de l'euro. Au lieu de dire 1 euro, on dira Zoro. Zoro est arrivé. Voilà. Avec ça, chef, c'est tout.
Et ce sont aussi les tout derniers jours pour s'inscrire sur les listes électorales. Les inscriptions seront closes le 31 décembre. La plupart des mairies seront ouvertes demain toute la journée, mais déjà on constate beaucoup d'affluence. Les retardataires se précipitent, comme ont pu le constater dans le 15e arrondissement à Paris, Alexandre Cara et André Sorin. Quel était le bureau pour s'inscrire sur les listes électorales? Oui, c'est la file d'attente, c'est ici. Voilà. Et oui, pour s'inscrire sur les listes électorales, aujourd'hui, il fallait prendre son mal en patience. La durée d'attente, elle est en moyenne, depuis ce matin, 8h30, 2 heures. Une année d'élections, présidentielle et législative, ça motive. Alors depuis quelques jours, les bureaux d'inscription battent des records d'affluence. Ça fait 1 an que je dois le faire et je suis super à la bourre. Parce que c'est les prochaines présidentielles dans à peine 6 mois, donc c'est assez important. Comme c'est assez ouvert, je tiens à participer moi aussi. J'avais pas 18 ans, tout juste pas 18 ans la dernière fois, et je suis contente de pouvoir voter cette fois-ci. Depuis 2 ans, pour les jeunes nouvellement majeurs, l'inscription est théoriquement automatique. Mais il y a quelques ratés, alors si vous n'avez pas reçu la confirmation de votre inscription, il faut vous rendre à votre mairie et il ne vous reste plus beaucoup de temps. Les gens ont jusqu'en 31 décembre 2001 pour s'inscrire, donc il leur reste encore 2 jours, demain, puisque les mairies d'arrondissement sont ouvertes exceptionnellement demain toute la journée, et lundi, bien sûr, lundi 31 décembre. Enfin, reste le cas des jeunes qui atteindront leur majorité avant le premier tour de scrutin. Eux aussi devraient être inscrits d'office, mais attention, dans ce cas également, il vaut mieux vérifier pour ne pas être privé d'élection. Aux États-Unis, le premier inculpé dans la préparation des attentats du 11 septembre va comparaître devant un tribunal fédéral. La mère de ce Français d'origine marocaine, Zacharias Moussaoui, est arrivée ce matin aux États-Unis pour voir son fils et plaider sa cause. Elle redoute la sévérité de la justice américaine et a déjà accordé de nombreuses interviews en ce sens. Sur place, Dorothée Cochard et Pascal Caron. Elle a voulu venir elle-même. Aïcha El-Wafi, la mère de Zacharias Moussaoui, le premier inculpé en liaison avec les attentats du 11 septembre. Alors crois-moi que je partage votre peine et votre malheur depuis le 11 septembre. Et moi je suis une mère, je souffre comme vous. Et je viens demander pour le gouvernement américain qu'il m'autorise d'avoir mon fils en tant que mère, pas en tant que politique, pas religieux, rien du tout. Tant que mère, c'est tout ce que je demande. Voilà. Pour elle, c'est le début d'un marathon médiatique. Depuis qu'elle est arrivée, elle multiplie les interviews en espérant influencer l'opinion publique américaine. J'ai pas dit que c'est pas un procès équitable. J'ai dit qu'il faut accepter que mon fils aussi il explique les preuves qu'il a. Ce n'est pas vraiment de l'opinion publique américaine qu'elle doit s'occuper, explique cette journaliste, mais plutôt de celle des 12 membres du jury qui vont juger l'affaire. Et de fait, la mère de Zacharias Moussaoui est venue avec son avocat pour apporter aussi une aide juridique supplémentaire à son fils. Nous allons très expressément demander à ce que le procès soit traduit en français, du moins dans ses phases importantes, à l'accusé, puisque c'est sa langue maternelle. Une demande qui peut s'avérer déterminante pour Zacharias Moussaoui. C'est mercredi qu'il doit comparaître devant un tribunal fédéral. Lui seront alors notifiés 6 chefs d'inculpation. Pour 4 d'entre eux, il risque la peine de mort. Et Richard Redd, ce Britannique qui a tenté de faire sauter un Boeing d'American Airlines, a comparu aujourd'hui devant un tribunal de Boston qui a décidé de le maintenir en détention préventive. Il avait été maîtrisé par l'équipage et les passagers du vol Paris-Miami samedi dernier, alors qu'il tentait de mettre le feu à ses chaussures bourrées d'explosifs. Sa mère s'est déclarée aujourd'hui profondément choquée et inquiète des accusations portées à l'encontre de son fils. Vous la voyez sur ces images. Le président George Bush, en vacances dans son ranch du Texas, a déclaré cet après-midi aux journalistes que les États-Unis avaient effectivement perdu la trace de Oussama Ben Laden, mais que sa traque allait continuer. Écoutez-le. Il ne nous échappera pas. Il y a 3 mois, ce type contrôlait un pays. Aujourd'hui, il contrôle peut-être une grotte. Il est en fuite. On ne sait pas s'il est dans une grotte avec la porte fermée ou dans une grotte avec la porte ouverte. Il y a toutes sortes de spéculations. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne dirige plus l'Afghanistan. Il n'est plus le parasite qui envahit son hôte.
George Bush qui a déclaré aussi qu'il n'avait pas visionné la dernière cassette diffusée par la chaîne qatari Al Jazeera. Dans cette cassette, pourtant, Oussama Ben Laden implique plus directement encore l'Arabie Saoudite, allié traditionnel des États-Unis. Explication et décryptage avec Olivier Karoff. Il parle ainsi 33 minutes d'affilée, toujours en plan fixe et sans aucun montage. Le ton n'est pas nouveau, le décor non plus. Ce qui change dans la vidéo diffusée en intégralité par Al Jazeera, ce sont les nombreuses allusions à son pays natal, l'Arabie Saoudite. Il souligne notamment que la plupart des kamikazes qui ont frappé l'Amérique étaient précisément d'origine saoudienne. De la terre des deux lieux saints sont partis 15 jeunes. Que Dieu les compte parmi les siens. C'est la terre de la foi. C'est là que se trouve le plus grand trésor des musulmans. Oussama Ben Laden précise même que 2 des 19 kamikazes ont été recrutés directement à la Mecque, le lieu le plus surveillé du royaume. Une provocation, plutôt un changement de stratégie. Il essaye de mettre en lumière la contradiction de la politique américaine, qui est bien sûr de combattre le fondamentalisme musulman, de combattre le terrorisme, et en même temps de ne pas s'attaquer à l'Arabie Saoudite, qui a été pendant très longtemps le soutien à Ben Laden et à d'autres mouvements. Impossible à dater précisément cette nouvelle vidéo, répond étrangement à une autre, diffusée il y a 2 semaines par les États-Unis. Un document où Oussama Ben Laden semblait revendiquer cyniquement les attentats, mais où la traduction de ses propos était, comme par hasard, amputée de toute référence à l'Arabie Saoudite, motif officiel des propos inaudibles. Et sur place à Kaboul, le gouvernement provisoire demande à Washington de cesser ses bombardements. Oussama Ben Laden aurait quitté le pays et se trouverait à Peshawar, au Pakistan, selon les autorités locales. L'heure est aujourd'hui à l'apaisement sur le territoire, comme le prouve le discours tenu par le vice-ministre de la Défense, Abdul Rashid Dostum, ce chef de guerre ouzbek que Vincent Nguyen et Didier Dahan ont rencontré. Si pour les gens de Mazar-e Sharif, il est un héros afghan après Massoud, c'est bien lui, le général Abdul Rashid Dostum, dont l'effigie orne même certains tapis. C'est quelqu'un de bien, nous dit ce marchand. Tout le monde ici est d'accord. Il aime son pays et nous a libérés des talibans. Il partage le contrôle de la ville avec 2 autres chefs de guerre, mais pour le rencontrer, il faut se rendre à 2 heures de là, dans son fief de Shebergan. S'il reçoit en ce moment les hommages de ses lieutenants, c'est qu'il vient d'être nommé vice-ministre de la Défense. À ce chef de guerre ouzbek de 47 ans, incombera la tâche difficile d'établir une véritable armée nationale dans un pays contrôlé depuis longtemps par des milices locales. Mais pour l'heure, ce sont toujours les talibans qui le préoccupent. Le nouveau gouvernement, dit-il, doit prendre une décision rapide et ferme à propos des talibans restants, de Mollah Omar et de Ben Laden. Les talibans ne sont plus en mesure de faire la guerre, mais ils peuvent nuire encore par des actions terroristes ou des enlèvements. Le général Dostum a la réputation d'un homme dur, voire cruel, et sa versatilité en inquiète plus d'un. Pro-soviétique puis pro-Massoud, anti-Massoud puis anti-Taliban, Dostum est un maître du retournement d'alliance. Mais aujourd'hui, discrètement encadré par les Américains, il semble sous contrôle, pour ne pas dire aux ordres. Je suis prêt, déclare-t-il, à envoyer 8, 10, 15 000 soldats dans tout l'Afghanistan pour traquer Ben Laden et ses terroristes et en finir avec Al-Qaïda. En nommant Rashid Dostum à la défense, le chef du gouvernement intérimaire afghan a pris une décision audacieuse mais intelligente, car elle lui permet de neutraliser un homme qui, écarté du pouvoir central, aurait pu s'avérer un adversaire redoutable, capable même de provoquer une nouvelle guerre civile. L'ancien capitaine argentin Alfredo Astiz a été incarcéré aujourd'hui à Buenos Aires, surnommé l'ange blond de la mort. Astiz est considéré comme l'un des tortionnaires les plus cruels de la dictature argentine. Il avait été condamné à la prison à vie en France pour l'enlèvement et la disparition de 2 religieuses françaises. En Australie, le gigantesque incendie qui s'étend sur près de 700 km menace toujours la ville de Sydney. 150 maisons ont dû être évacuées et le feu n'est toujours pas maîtrisé. Éric Lemasson. Vu du ciel, le spectacle est dantesque. L'une des forêts les plus touchées, les Blue Mountains, est un parc naturel. Les pompiers y sont à pied d'œuvre depuis le jour de Noël, mais les routes sont sinueuses et les villages isolés.
En fait, c'est plus d'une centaine de foyers qui se sont ainsi déclarés tout autour de Sydney. À présent, un immense rideau de feu encercle la ville. Déjà, la banlieue est menacée et les autorités ne peuvent guère qu'avouer leur impuissance. C'est un fait, malheureusement, dit-il. La grande majorité des foyers n'est pas maîtrisée. Nous estimons que le périmètre de feu s'étend déjà sur 600 km et continue à s'étendre sans aucun contrôle. C'était ma chambre, dit cette jeune fille. 150 maisons ont brûlé de la sorte. Par précaution, 4000 personnes ont été évacuées. La plupart des départs de feu sont d'origine criminelle. Ce jeune homme de 19 ans a été surpris en train d'allumer un feu à 1 km du Parlement, à Canberra. Pour le week-end à venir, la météo prévoit un vent fort. C'est pourquoi l'Australie s'apprête à mobiliser ses réservistes pour faire face à cet incendie gigantesque dont les premières victimes sont les célèbres kangourous. Et aux États-Unis, c'est la neige qui paralyse le nord-est du pays. Une vague de froid qui descend du Canada par les Grands Lacs a envahi la ville de Buffalo, au bord du lac Erie. Plus d'1 mètre de neige et des dizaines de chasse-neige pour dégager cette ville qui compte 300 000 habitants. 3 mois après l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, les enquêteurs estiment que le chlore pourrait être à l'origine de l'explosion. Selon des expériences menées en laboratoire, la mise en contact du chlore et du nitrate d'ammonium peut produire une réaction chimique. Une hypothèse qui n'est pas vérifiée selon les responsables de Total. Enquête Muriel Lassaga et David Bresse. Ici, il y avait le hangar 221, celui où l'on stockait le nitrate d'ammonium recyclé. Sur le site d'AZF, on produisait également du chlore dans cette partie sud de l'usine épargnée par l'explosion. Le chlore et le nitrate d'ammonium, 2 produits incompatibles selon les chimistes. Si l'on met en présence du nitrate d'ammonium avec un dérivé chloré tel que l'hypochlorite de sodium, c'est-à-dire l'eau de Javel, il peut se produire un produit extrêmement instable qui est le trichlorure d'azote et qui peut, dans la détonation, peut être l'amorce de l'explosion du nitrate d'ammonium. C'est ce que les experts ont pu démontrer en laboratoire. Mais comment les 2 matières ont-elles pu entrer en contact puisque l'une était produite au sud, le chlore, l'autre au nord, les ammonitrates? Les enquêteurs n'ont qu'une seule certitude. Une demi-heure avant l'explosion, un manutentionnaire a déversé dans le sas du hangar une benne de produits provenant de cette zone sud où l'on fabrique le chlore. Il m'a dit, je vous certifie, c'est les ammonitrates et les nitrates industriels. Et bien, il dit, tu peux le ramener. Donc il n'y avait pas de déchets chlorés? Mais non. Pour les responsables de l'usine, il faut encore attendre les conclusions de l'enquête. Si cette thèse est la bonne, on s'y rangera. Pour nous, aujourd'hui, cette thèse n'est pas, écartée. Elle n'est pas non plus confirmée. La piste accidentelle reste privilégiée pour les enquêteurs. Mais à ce jour, l'explosion d'AZF reste encore une énigme. La pollution nous guette, dehors on le savait, dedans on le découvre, manque d'aération, utilisation d'aérosols, de bombes, de colle. Tous ces facteurs conjugués rendent l'air de nos maisons parfois irrespirable, même si on ne s'en rend pas toujours compte, comme le révèle l'enquête de Que choisir, Sophie Rodier et Yann Moine. Depuis qu'il a fait tester l'air de sa maison, Denis Laurent ne cesse de l'aérer. Le taux de pollution relevé à l'intérieur est 5 fois supérieur à la norme recommandée, malgré un bâtiment refait à neuf avec des matériaux modernes. En cause, le revêtement en aggloméré de cette mezzanine. Il contient des colles à base de formaldéhyde très toxiques. Il a été posé il y a plus d'1 an maintenant et les mesures ont été faites il y a un peu plus de 6 mois. Donc depuis 6 mois, c'est toujours inquiétant, quoi. On a un taux de pollution vraiment élevé. Et les émanations peuvent persister plusieurs années. Autre facteur, les aérosols. Sophie les utilise du matin au soir, sans savoir qu'ils contiennent des hydrocarbures et du benzène, cancérigène à très haute dose. Sans entraîner de pathologies graves, la pollution domestique représente un risque pour la santé. Ce sont des produits qui vont entraîner des picotements des yeux, voire chez certaines personnes sensibles comme les enfants ou les asthmatiques, des gènes respiratoires. Mais les concentrations sont généralement très faibles et bien en deçà de ce qui peut provoquer des troubles graves de type crise d'asthme par exemple. L'enquête de Que choisir pointe aussi la cigarette, principal polluant domestique. Outre ses effets cancérigènes bien connus, elle libère des substances fortement allergènes et irritantes.
Le ski est un sport de plus en plus dangereux. La saison dernière, il a causé la mort de 41 personnes et en a blessé 45 000 autres. Les accidents les plus fréquents sont les collisions. En cause, le matériel de plus en plus sophistiqué qui, paradoxalement, crée des risques supplémentaires. Enquête de Marc Maisonneuve et Hugues Bouchard. Florence a grandi à Morzine. Elle ne se souvient même plus de sa première descente. Ce qu'elle a retenu de l'évolution du ski, c'est surtout la vitesse et la facilité. Plus les skis sont taillés, plus on a des sensations intéressantes. Taillés pour les virages, dès lors que l'on sait s'en servir. Ils sont faciles, ces skis. Ils mettent en confiance, parfois trop. Sur de véritables autoroutes des neiges, la vitesse devient difficile à contrôler. Je suis passé par-dessus, j'ai fait une culbute dans les airs et je suis retombé. Je me suis luxé l'épaule. 41 morts l'an passé dans des accidents de ski. Les médecins spécialistes de la montagne analysent ces chiffres en pensant qu'ils sont assez loin de l'idée qu'on se fait du sport. Depuis 30 ans, on a supprimé les bosses, on a fait de grands boulevards. Il y a une tendance à rapprocher un petit peu certains accidents du ski à des accidents type accident de la route. Les pistes paraissent moins techniques, moins difficiles. Elles deviennent accessibles à tous grâce au matériel. Et puis il y a l'affluence des skieurs. Au niveau sécurité, c'est vrai que les gens, ils font un peu n'importe quoi sur les pistes. Ils se sentent un petit peu tout puissants. Et ils font pas du tout attention aux autres. Pour que les pistes soient sûres, de l'autre côté de ces montagnes, en Suisse, il y a des gendarmes des neiges désormais. Le Dakar, c'est parti. La course que vous pourrez suivre sur France 2 a démarré ce soir à 20 h à Arras, dans le Nord. C'était il y a quelques instants. Vous voyez les premières motos et quads qui prennent le départ. Pour ce 24e rallye, beaucoup d'habitués, mais aussi des nouveaux venus et pas des moindres. En vedette, Johnny Hallyday qui sera avec nous dans quelques instants. Et pour tous, l'effervescence des derniers préparatifs. Ambiance avant le départ, Julien Beaumont et Guillaume Biard. Jusqu'au dernier moment. Donc je viens changer la roue, ça m'évitera de le faire demain ou dans la nuit. La Grand Place d'Arras, un atelier improvisé pour de nombreux concurrents. Chez les garagistes de la région, là aussi les coureurs viennent profiter une dernière fois d'une assistance mécanique. C'est mon exemplaire d'atelier, j'en ai plus du tout en magasin. Ok, je vous dépanne avec celui-là. Un Dakar qui ne plaît pas à tout le monde. Une centaine de manifestants réunis aux abords d'Arras, pas de quoi inquiéter Hubert Auriol. Bonsoir à tous, merci d'être venus extrêmement... Conférence d'avant-départ avec les pilotes, l'occasion de rappeler les règles de sécurité. De nombreux contrôles radars seront mis en place dans les spéciales. Ils sont indiqués par des annotations sur le roadbook, essentiellement dans la traversée des villages, pour éviter tout risque d'accident. Objet de toutes les attentions de la part des organisateurs, Johnny Hallyday. Après avoir couru au Maroc et en Tunisie, le chanteur avec René Medj à ses côtés s'attaque aux 4000 km du Dakar, un pilote attendu au tournant. Une fois qu'on sera en Afrique, on est tous pareils. Hein. Et les spectateurs, je dirais les locaux, les Africains, ils ne feront pas la différence entre Johnny et les autres. Première étape, cette nuit en direction de Châteauroux. Le dernier concurrent partira d'Arras vers minuit et demi. Et nous retrouvons en direct de Arras Johnny Hallyday. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est votre troisième rallye après la Tunisie et le Maroc, mais là, ce sera quand même un peu plus dur, non? Ah ben, le Dakar, c'est long. Le Dakar, c'est long et il faut arriver au bout. C'est ça, c'est le but du Dakar. Est-ce que vous avez eu un peu le temps de vous entraîner? Parce que vous avez, on le sait, un emploi du temps extrêmement chargé. Bien, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment eu le temps de m'entraîner dernièrement parce que je terminais le film de Patrice Lecomte. Mais je m'étais entraîné sur la voiture que je connais bien maintenant, à Château-Lastour, un mois à peu près avant de commencer le film. Donc la voiture, je la connais bien, il n'y a pas de problème, c'est une bonne voiture. Et qu'est-ce qui vous a entraîné à participer comme ça au Dakar? C'est vos expériences précédentes? C'est quelqu'un qui vous a dit il faut le faire, chiche? Non, c'était une envie que j'avais depuis longtemps, que j'ai jamais pu réaliser parce que j'avais beaucoup de choses à faire par rapport à mon métier de chanteur.
et d'acteurs. Et là, l'occasion s'est présentée et je suis ravi d'y participer. André Dessoude m'a proposé un volant sur Nissan et je suis très heureux de pouvoir partir et de participer à ce rallye qui pour moi est un rallye mythique. Alors vous avez comme copilote René Medge, triple vainqueur. Comment ça va se passer le travail, si je puis dire, entre vous deux? Eh bien le travail, c'est moi qui pilote, c'est lui qui va me conseiller parce qu'il est beaucoup plus habitué que moi aux pistes du Dakar. Et puis surtout, c'est lui qui va me permettre de prendre le bon cap et qu'on ne se trompe pas, donc d'arriver au plus vite pour pouvoir se reposer le plus rapidement et surtout de pouvoir arriver surtout ce qui est le plus important, au Dakar. Vous avez déjà dit que vous seriez un coureur comme les autres, que vous ne voulez pas de traitement de faveur, mais vous n'allez pas quand même avoir, mettons, un bivouac 3 étoiles, une assistance technique un peu plus attentive? Non, il n'y a pas de 3 étoiles pour aucun coureur plus connu que les autres. On est tous à la même enseigne. On va tous avoir nos tentes qu'on monte nous-mêmes. La bouffe sur le bivouac, c'est la même cantine pour tout le monde et il n'y a pas de traitement de faveur. Et de toute façon, je n'en voudrais pas. Votre entourage n'a pas essayé de vous décourager, votre épouse, votre manager? Vous savez, mon épouse, elle avait l'habitude avec son père avant, qui avait déjà fait 8 fois le Paris-Dakar en tant que motard. Elle a l'habitude, et bien maintenant, en voiture, ça continue avec moi. Et au contraire, elle m'a encouragé et elle est un peu inquiète, bien sûr, mais elle est très heureuse que je le fasse. Mais elle va vous suivre quand même au fur et à mesure des étapes. Pardon? Elle va vous suivre quand même au fur et à mesure des étapes. Elle va me suivre par Antenne 2, hein, ça c'est sûr, et puis j'espère arriver surtout au Dakar, et là elle viendra m'attendre au Dakar. Et les assurances, elles n'ont pas tiqué, il y a une compagnie qui a accepté de prendre le risque et d'assurer Johnny, alors que vous avez déjà des engagements extrêmement importants pour plus tard? Écoutez, je me suis pris une assurance personnelle, avec l'équipe Dessoude Nissan. Et de toute façon, ça ne m'aurait pas décidé, ça ne m'aurait pas décidé à ne pas le faire. De toute façon, je voulais le faire et je le fais et c'est une passion et je suis vraiment très très heureux de pouvoir le faire. Vous avez un concert en préparation pour 2003, vous sortez du tournage d'un film, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est Johnny qui court toujours? Je ne cours pas, je fais les choses que j'ai envie de faire, j'ai la chance de pouvoir le faire. Je pense que ce sont les producteurs de mon prochain film au mois d'avril qui sont les plus inquiets, mais bon, il n'y a pas à s'inquiéter, tout va aller bien et on va, je l'espère, en tout cas arriver au Dakar en bonne forme, en bonne santé et tout ira bien et surtout fier de l'avoir fait. Merci Johnny, bonne route, bon courage, tout le monde vous le souhaite évidemment ici. Je ne vous dis pas bonne chance parce que, voilà, mais vous m'avez compris. Merci et puis bonne année à tous. Hein. Bonne année à vous aussi, merci d'avoir été avec nous ce soir. Noir c'est noir, justement, ça devrait vous plaire. Les coquettes du monde entier découvrent une nouvelle pierre, le diamant noir, une pierre qui ne valait rien il y a peu et dont les prix aujourd'hui s'envolent. Reportage furieusement tendance avec Estelle Collin et Jean-Louis Melin. À lui seul, le mot diamant est magique. On pense immédiatement à la pureté du diamant blanc. Alors un diamant noir, est-ce un paradoxe? Noir c'est noir. Considéré il y a encore peu de temps comme un résidu à peu près aussi valorisant que le charbon, le diamant noir a aujourd'hui toute sa place sur le marché du luxe et les cours mondiaux se sont envolés. Le diamant noir est un effet de marketing. On vend effectivement avec une étiquette noire et toute la noblesse du noir. Et c'est en cela que c'est un phénomène qui est peut-être éphémère, en tout cas qui a le mérite d'exister, mais personne ne sait combien de temps ça va durer. Une couleur noire due à la présence d'un grand nombre d'inclusions, ces mêmes inclusions que l'on fuit dans un diamant blanc. Dans ces ateliers à Genève, tailler un diamant noir relève du casse-tête, car cette pierre peu banale est opaque, mate et souvent ingrate à travailler. Sur le touret de polissage, vous pouvez la laisser toute une journée et des fois l'éclat n'arrive pas. Donc c'est vraiment la lumière qui vient du fond de la nuit. Il existe des diamants de toutes les couleurs. Seul ce diamant-là, noir, suscite autant de fascination et de mystère.
début, les gens ils ont été un peu réticents parce que c'est même dans certains pays un peu une superstition de la couleur noire. Mais il y a des autres clients qui sont tout de suite sautés sur cette nouveauté. Je suis dans le noir. Aujourd'hui, certaines marques tirent leur épingle du jeu en parant montres, bagues et colliers de ce même diamant noir hier, honni et décrié, devenu cette saison objet de toutes les convoitises. Et ce matin, au cimetière du Père-Lachaise à Paris, les amis et la famille de Michel Honorin étaient réunis pour lui rendre un dernier hommage. Notre confrère est décédé le 20 décembre dernier. Par la qualité de ses reportages tout au long d'une carrière extrêmement bien remplie, il a encouragé et initié beaucoup de jeunes journalistes à un métier auquel il s'est dévoué jusqu'à son terme. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Les médecins généralistes seront en grève jusqu'au 2 janvier. Les services d'urgence et SOS médecins sont débordés alors que plusieurs cas de bronchiolite et de gastroentérite sont enregistrés dans certaines régions de France. Tout de suite, la météo d'Isabelle Martinet, suivie du point route avec Valérie Maurice, à 20h50, Nestor Burma avec Guy Marchand. Je vous retrouve demain à 13h. Très bonne soirée. Au revoir.